Après 4 jours de voyage officiel dans le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne, le général de Gaulle, président de la République française, effectue à Dijon sa première visite d'installation ferroviaire le 19 avril 1959. Les commandes centralisées des sous-stations et du mouvement sont présentées au général, accompagné ici par M. le chanoine Kir, maire de Dijon, M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF, et M. Mermier, directeur de la région du Sud-Est. Le président de la République peut ainsi admirer l'une des plus remarquables applications ferroviaires de télécommande et télécontrôle. Le 26 septembre suivant, c'est à Lille que le président de la République est à nouveau l'hôte de la SNCF. Après un voyage de 4 jours dans le nord de la France, il va regagner Paris à bord de la voiture présidentielle incorporée dans le train spécial Lille-Paris. Lille-Paris, cette grande artère nouvellement électrifiée qui possède le matériel et les installations les plus modernes du réseau ferroviaire français. À Belfort, le 19 novembre de la même année, le général de Gaulle, accompagné de messieurs les ministres Châtenay, Frey et Malraux, visite les usines Alstom qui, avec les usines Schneider du Creusot, sont l'un des principaux centres français pour la construction des locomotives électriques. Le président, sous la conduite de M. Glasser, président directeur général de la société Alstom, visite le hall de montage où sont assemblées les célèbres locomotives BB 16500 à courant monophasé industriel et les locomotives utilisant le même type de courant commandées à l'industrie française par de nombreux pays étrangers comme l'Inde, l'URSS et la Chine. Deux jours plus tard, le 21 novembre 1959, c'est la petite sous-préfecture alsacienne d'Erstein qui a l'honneur d'accueillir le chef de l'État. Toute la ville, maire en tête, fait fête à son hôte illustre. Erstein ne peut manquer d'évoquer dans la mémoire du général de Gaulle un souvenir émouvant. C'est ici que 15 ans plus tôt, le 24 décembre 1944, le général de Gaulle, rentrant de Moscou et que l'on attendait à Paris, assista à la messe de minuit qui fut célébrée à 18 h, alors que nos troupes se battaient à quelques kilomètres de la ville qu'elles venaient de libérer. Le général quitte ensuite Erstein par autorail spécial pour Wissembourg.
Il terminera cette journée en reliant par la route Wissembourg à Strasbourg, qui s'est revêtue de lumière pour accueillir le chef de l'État. Le lendemain, 22 novembre 1959, après une matinée consacrée au souvenir de la libération de la capitale alsacienne, le général de Gaulle est accueilli en gare par M. Max Martin, chef de l'exploitation de la région Est. Accompagné du président Flimelin, le président de la République pénètre dans la gare où il va reprendre place à bord de la rame diesel à grand parcours. Sur le chemin de retour vers Paris, le général s'arrête à Saverne, où une fois encore la foule alsacienne manifeste ses chaleureux sentiments au libérateur de la patrie. Le soir même, le général de Gaulle regagnait Paris après 4 journées bien remplies dans les provinces de l'Est où, une fois de plus, le chef de l'État s'était employé par son prestige et sa foi communicative à souder plus fortement l'unité nationale. C'est un autre voyageur de marque, le général Eisenhower, président des États-Unis, que la SNCF va cette fois-ci avoir l'honneur de transporter sur ses lignes. À Toulon, le 18 décembre 1959, le président vient de débarquer du porte-avions des Moines après un voyage de 25 000 km à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Accompagné de M. Jacquinot, ministre d'État, et de son fidèle interprète, le président Eisenhower est accueilli en gare de Toulon par M. Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF. Assailli par les journalistes et les photographes, il prend place dans le train spécial que va remorquer jusqu'en gare d'Avignon cette 241P à la décoration chatoyante. 3 voitures du type le plus moderne avaient été réservées dans le train aux journalistes de la suite présidentielle qui mettront à profit ce voyage confortable pour rédiger leur reportage. La télévision était elle aussi présente et renouvellera à cette occasion l'exploit réalisé le 17 janvier de la même année entre Lille et Paris en donnant une émission en direct du train présidentiel entre Melun et Paris. Dans la voiture présidentielle mise à sa disposition par le général de Gaulle, le président Eisenhower confère avec son secrétaire d'État, M. Herter, et quelques collaborateurs. Chez les journalistes, c'est maintenant l'heure de la détente. En Avignon, la présence des caténaires dans le ciel de la gare
signifie son congé à la locomotive à vapeur, bientôt relayée par une magnifique BB 9200 électrique, aussi savamment décorée que celle qui l'a précédée. Alors que M. Robert Murphy, sous-secrétaire d'État, et M. Houghton, ambassadeur des États-Unis à Paris, conversent avec M. Ségala, le voyage reprend dans l'euphorie d'un dîner soigné qui contribue à la qualité de l'accueil ferroviaire, accueil auquel le président, sa suite et les journalistes seront unanimes à rendre hommage à leur arrivée à Paris. Le train officiel aborde la capitale où, au milieu d'une haie d'honneur, le général de Gaulle, accompagné du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, est venu accueillir son visiteur illustre. Dans la gare de Gevrey, le 28 mars 1960, M. Ségala reçoit au nom de la SNCF un autre grand voyageur, M. Khrouchtchev, accompagné de M. Buron, ministre des Transports. Le cortège gagne le poste A où M. Mermier, directeur de la région du Sud-Est, explique au chef d'État soviétique le mécanisme de débranchement. Le combinateur à billes, cœur du triage, remarquable invention française, est ensuite présenté à M. Khrouchtchev en présence de M. Robert Lévy, directeur honoraire des installations fixes et inventeur de l'appareil. Le travail de triage n'est pas interrompu par la présence de l'illustre visiteur qui peut ainsi saisir en pleine vie l'un des principaux centres du trafic marchandises de la SNCF. M. Khrouchtchev se dirige ensuite vers 4 locomotives électriques alignées en ordre impeccable, 2 françaises et 2 soviétiques construites par l'industrie française. Là encore, la télévision assure un reportage en direct. Monsieur Nouvion, chef de la division des études de traction électrique de la SNCF, expose rapidement à M. Khrouchtchev les progrès de la traction électrique en France, puis présente 2 locomotives françaises, la BB 9004 et la CC 7147, détentrices du record du monde de vitesse sur rail, 331 km/h. Avec difficulté, mais avec le sourire, M. Khrouchtchev termine sa visite par les 2 locomotives soviétiques qui bientôt sillonneront le transsibérien par des températures oscillant entre moins 50 degrés et plus 40 degrés centigrades. Les constructeurs français offrent à M. Khrouchtchev, en souvenir de sa visite et à l'intention de ses petits-enfants, un train miniature avec des locomotives en modèle réduit, des 2 types commandés par l'Union soviétique. Cette brève visite terminée, M. Khrouchtchev, accompagné de M. Jox, ministre de l'Éducation nationale, se dirige vers une nouvelle étape,
Dijon. Le lendemain, 29 mars, c'est comme voyageur que M. Khrouchtchev reprend contact avec la SNCF en gare de Reims. Le président soviétique et sa suite vont prendre place dans la voiture présidentielle qui les mènera jusqu'à Lille. Le train spécial tiré par une Pacifique du dépôt de Tergnier démarre en direction de Douai, où cette fois encore l'électricité relaiera la vapeur. Remorqué par une BB 16000, le chef du gouvernement soviétique arrive dans la capitale des Flandres. Après une nuit passée à Lille, il en repart le 30 mars pour Rouen. Accompagné de M. Jeannet, ministre de l'Industrie, il est accueilli à son arrivée à la gare par M. Darjoux, directeur général de la SNCF, qui l'accompagne jusqu'à la voiture présidentielle. Le train quitte bientôt l'importante cité du Nord pour rallier la riante Normandie. Les lignes modernes, tracées dans le ciel par les caténaires et les grands immeubles, servent de décor au repas que M. Khrouchtchev et sa suite prennent dans le wagon-restaurant, tandis que les journalistes déjeunent à leur place dans les voitures les plus modernes de la SNCF. Alors qu'après Corby, la traction vapeur a repris ses droits, M. Khrouchtchev surgit inopinément dans une des voitures mises à la disposition des journalistes et tient une conférence de presse improvisée. En quelques minutes, le contenu du train spécial est aggloméré autour de M. Khrouchtchev, ce qui provoque quelques scènes pittoresques. Quelque temps encore, et Serqueux franchi, ce sera bientôt l'arrivée dans la capitale de la Haute-Normandie, Rouen. Et c'est à Rouen que nos hôtes soviétiques, au terme de leur voyage ferroviaire, ont quitté ce train devenu familier pour une courte visite dans la ville-musée. Motrices électriques, machines à vapeur, rames automotrices diesel, toutes brillamment pavoisées, c'est toute la gamme de ces meilleurs engins que la SNCF a mis à la disposition de ses hôtes de marque. Vitesse, confort, accueil, les plus grands chefs d'État ont pu chacun à leur tour apprécier la qualité des services
de la SNCF.